Bienvenue dans PAF, où nous allons beaucoup parler de liberté d'expression avec Vincent Ohanessian. Bonjour, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous publiez avec Emmanuel Pierrat un code de la liberté d'expression. On va en parler assez longuement dans cette émission, qui regroupe à la fois tous les textes, la jurisprudence sur la liberté d'expression et sur les limites de cette même liberté d'expression. Pour en parler avec vous, Stéphane Monson. Bonjour Patrice. Professeur à l'université. Bonjour Patrice, pardon, j'ai manqué mon premier devoir. Non, c'était... Voilà, nous avons suffisamment répété. Ouais, je sais, mais... Les avocats, généralement, ne répondent pas tout de suite. Il y a un petit suspense. Stéphane Monson, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Florence Mercadet-Choquet, vous êtes avocate, vous aussi, mais au barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour, qui n'a pas édité, puisque c'est Anne Rideau qui l'a fait, les livres de Vincent Ohanessian, mais qui vous présidez les éditions Lajoigny. Absolument. On va commencer peut-être avec ce livre, qui est un livre alors, très technique, il faut le dire, c'est pas pour lire au lit, quoi. Enfin, technique. Technique, c'est-à-dire que c'est un livre juridique Voilà, c'est-à-dire que si par ce vocable, voilà, vous entendez que ce n'est pas le prochain roman de plage de l'été. Je veux dire, c'est pas un livre polémique sur la liberté d'expression, etc. Non, pas du tout. Ce sont tous les outils juridiques. Exactement, c'est pour ça que ça s'appelle Code. Alors c'est un petit clin d'œil, puisque normalement un code... on a le droit d'utiliser ce terme, voilà, mais il y a des lois qui codifient, en fait. Ouais. Mais effectivement, comme c'est un recueil de textes et de jurisprudence, il nous semblait, avec Emmanuel, que le terme code était approprié. Et puis, dans le terme code, il y a la notion d'outil, quand même, c'est-à-dire d'ouvrage qu'on ouvre à la demande, en fait, quand on recherche quelque chose. Donc, c'était vraiment ce qu'on voulait faire passer. Et je pense d'ailleurs que c'est un outil très utile, surtout en ce moment. Donc, tout est vrai dedans. C'est du droit en fait. Il n'y a pas de. Vous dévoilerez à la fin. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas d'appréciation. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Personnelle sur des sujets. C'est pas un essai. Il n'y a pas votre avis. Il n'y a pas. En fait, c'est une compilation transversale, c'est ça? En fait, c'est une. Oui, c'est transversal parce qu'il y a toutes les sources de droit. C'est une synthèse. En fait, l'apport, c'est déjà de faire la synthèse, de l'organiser de manière thématique. Ce qui n'a jamais été fait avant, et puis de fournir un index en fin d'ouvrage qui est quand même assez exhaustif, et qui permet donc de trouver facilement un texte ou une jurisprudence sur un sujet donné, ou un terme, ou une expression. C'est un bouquin qui s'adresse à qui alors ? Il s'adresse à tous les gens qui sont intéressés par la liberté d'expression, c'est-à-dire les avocats, les étudiants, les journalistes, les hommes politiques, les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les magistrats. Voilà, donc ça fait pas mal de gens, et notamment tous ceux qui, à juste titre, s'expriment sur la liberté d'expression et ont des avis. Ça permet de recadrer certaines choses. Voilà. Alors, la liberté d'expression, elle est prévue par des grands textes, au fond. Le principe, oui, c'est pour ça que cet ouvrage, des textes de principe, il est en deux parties. Une partie assez réduite, mais qui est la substantifique moelle, puisque la liberté d'expression, c'est le principe. C'est ça. C'est une liberté publique, la liberté d'expression. Donc, en début d'ouvrage, vous trouvez tous les... Même vous, que pour vous, c'est la reine des libertés. Pour moi, oui. À partir du moment où on peut se réjouir qu'en tant qu'être humain, on ait cette faculté d'avoir un minimum de conscience et de capacité à penser, pouvoir l'exprimer de manière libre, pour moi, est le signe le plus beau de ce que peut être une démocratie, tout simplement. Donc, en début d'ouvrage, vous avez les textes de référence qui protègent, en tout cas qui consacrent plutôt, et qui protègent aussi la liberté d'expression. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le droit français, vous avez évidemment... la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment. Voilà, et puis après, des textes... Des conventions, etc. Voilà, des textes qui sont un petit peu pris partout. Vous avez le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, etc., etc. Et puis ensuite, par thème, toutes les limites en fait, que vous avez à la liberté d'expression. Liberté d'expression qui est prise dans une acception très large. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... l'injure, la diffamation, j'ai essayé de mettre dedans comme des choses. J'ai mis le droit de vote. Tout à l'heure, vous en parlez dans le livre. Exactement. Et aussi une partie sur l'expression forcée, sur certaines obligations en matière de publicité, etc. Donc c'est assez
j'espère, complet. Alors, je disais, c'est pas un essai pour ou contre la liberté d'expression, mais est-ce que vous avez l'impression que plus on se rapproche de notre période et plus les textes qui limitent la liberté d'expression augmentent? Le nombre de textes qui limitent la liberté d'expression augmente. On souffre, alors, particulièrement en France, d'une maladie qui est la législatite aiguë, qui veut que de toute façon, on aime fabriquer des textes. Ça doit, voilà, c'est comme ça, c'est l'esprit français. On aime fabriquer des textes. Ce qui est inquiétant, c'est que on a tendance à, si vous voulez, inventer des interdictions nouvelles pour résoudre des problèmes. Par exemple, c'est vrai dans tous les domaines. Voilà. Je n'ai pas un exemple en particulier à vous donner, mais on invente des interdictions. Donc là, le harcèlement de rue, par exemple, typiquement, qui ne s'appellera plus comme ça. Donc évidemment que c'est un énorme problème. C'est un problème de société, c'est un problème de relation homme-femme, c'est un problème d'éducation. C'est compliqué. Mais voilà, on a tout de suite tendance à dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire, on va créer une contravention avec un. Bon, il y a un exemple qui est un peu ancien. Je ne dis pas que je suis contre, attention. Non, mais je ne dis pas que je suis pour non plus. Je ne dis rien. Mais il y a quand même un problème de preuve. Mais voilà. Mais en tout cas, mais il y a eu un débat, par exemple, alors il y a quelques années, sur les gens qui exprimaient des thèses négationnistes. Alors, c'est interdit aujourd'hui par la loi. Hein. Tout à fait. Il y avait un débat, il y a des historiens qui disaient, mais peut-être qu'il vaut mieux les combattre par l'histoire, par la preuve historique, que par la loi. C'est vrai qu'on a toujours un débat comme ça sur ce sujet. C'est un débat vraiment compliqué. C'est un débat vraiment compliqué. De toute façon, j'allais dire, dans une société idéale, on aurait besoin de très peu de textes. Les gens seraient éduqués, ils respecteraient l'autre, ils sauraient qu'il ne faut pas taper sur son prochain, que ce soit un homme ou une femme, etc. etc. Ça, c'est l'idéal. Bon, ça, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas comme ça, que ça se passe. Donc, on est obligé de sévir, quelquefois, et de créer des interdictions. Mais il faut se méfier. Et surtout en matière de liberté d'expression. Surtout en matière de liberté d'expression, parce que là, on est au cœur de tout. On en parlera certainement tout à l'heure, mais il faut faire attention de ne pas glisser dans le délit d'opinion. Oui. Voilà. Et à mon sens, c'est le cas aujourd'hui, dans plein de domaines. Voilà. À partir du moment où je ne suis pas d'accord avec mon prochain sur un sujet qui lui tient à cœur, est-ce que je glisse vers la haine de mon prochain? Est-ce que si je l'exprime, j'incite à la haine de celui qui ne pense pas comme moi? Voilà. C'est vrai que on commence à tomber un petit peu là-dedans, me semble-t-il, mais je vais laisser... Les uns et les autres, oui, justement. Est-ce que vous avez l'impression que, je ne sais pas, dans notre société d'aujourd'hui, on est plus justement dans la juridicisation, c'est-à-dire d'aller au procès, à l'interdiction, que dans le débat? Est-ce que la liberté d'expression, au fond, c'est un peu atténué? Oui, enfin, moi, je pense que les gens s'auto-censurent, les gens n'osent quasiment plus rien dire, une sorte de chape de plomb, de politiquement correct, qui fait que sur certains sujets, il n'y a même plus d'opinion exprimée, il y a simplement, de toute façon, on ne va rien dire, puisque ça pourrait fâcher telle communauté, tel groupe, telle personne, donc on dit de moins en moins de choses, quoi. Donc la liberté d'expression, elle pourrait s'éteindre d'elle-même, quoi, parce que de toute façon, plus personne ne dit rien, tout le monde a une sorte de consensus généralisé, pas forcément autour de cette table, mais enfin, dans quand même énormément d'émissions, d'endroits où les gens prennent la parole, je veux dire, c'est vraiment à fleur et moucheté, c'est-à-dire que personne n'ose dire un truc, et les rares personnes qui de temps en temps... Parfois, c'est pas plus mal, cela dit. Non, c'est dommage, parce que de temps en temps, les rares personnes qui osent émettre une idée, tout de suite sont taxées. Alors on dit, ah oui, alors lui c'est un facho, ou lui c'est un extrémiste, ou lui c'est un taré. Enfin, je veux dire, toute personne qui sort du rang et qui s'exprime, toute personne qui s'exprime tout bêtement, là, immédiatement elle est cataloguée et vilipendée. Et c'est vraiment dommage. Et sur des tas de sujets, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par exemple sur l'islam, il est impossible, pour l'instant, je me souviens par exemple de cette pauvre comédienne, Véronique Jeunesse, qui avait eu le malheur un jour dans une émission de télévision de dire l'islam me fait peur, mais elle a été traitée plus bas que terre par tout le monde. C'était l'horreur absolue. C'était pourtant il n'y a rien de terrifiant à dire l'islam me fait peur. On peut être pour, on peut être contre, on peut trouver ça débile, mais c'est pas, on va pas la lapider. Pourtant, elle a été lapidée médiatiquement. C'était uniquement ce qu'elle a dit. Oui, l'islam me fait peur. Donc voilà. Et maintenant, plus personne n'osera dire l'islam me fait peur. C'est fini. J'entends personne dire ça. Non, mais le problème là que vous évoquez, c'est plus sur les problématiques des réseaux sociaux,
où si elle s'est faite lapider, c'est peut-être sur les réseaux sociaux. Non, et dans la presse. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a aucun débat. En fait, on affiche une opinion, on dit quelque chose, mais il n'y a pas de débat sur les réseaux sociaux. Il y a une liberté d'expression qui est parfois même un peu qui dépasse presque les bornes, non je sais pas, c'est un jugement, je sais pas, c'est un jugement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. On dit quand même tout et n'importe quoi, non? Surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Bien sûr. Donc c'est ce qui fait partie de la liberté d'expression, de pouvoir dire n'importe quoi. C'est très bien que chacun puisse dire n'importe quoi. Oui, à condition qu'on puisse... À condition qu'on puisse dire le contraire. Qu'on puisse dire le contraire, et puis qu'il puisse parfois y avoir débat, mais c'est vrai. Débattre sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse avoir une liberté d'expression, c'est pour qu'il puisse y avoir un débat. Bien sûr. Parce que si chacun dit quelque chose et puis déjà, ça n'a aucun intérêt. Quoi. De faire vivre la liberté d'expression, donc d'en user. Parce que l'autocensure, effectivement, mène à la mort de la liberté d'expression. Ensuite, sur les réseaux sociaux et la technologie, en fait, l'impact de la technologie. Vous en parlez aussi des réseaux sociaux parce que c'est très important. Voilà. Mais l'impact de la technologie, c'est très très intéressant, en fait, parce que il me semble, mais c'est mon point de vue, que justement, l'individu n'a jamais eu autant de moyens technologiques de s'exprimer à grande échelle qu'aujourd'hui, et que, d'une certaine manière, inversement proportionnellement, il n'y a jamais eu autant de limites à la liberté d'expression. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, en fait, on ne peut pas dire grand-chose. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les intervenants qui s'expriment masqués en proférant des insultes. Il y a l'anonymat. En proférant des insultes. Bon, c'est pas vraiment c'est plus de la liberté d'expression. Non. Et je parle de liberté d'expression, c'est-à-dire d'opinion, en fait, d'avis sur des sujets quels qu'ils soient. Vous constaterez que finalement, peu de personnes à visage découvert, à nom donné, s'expriment sur des sujets qui prêtent à controverse. Est-ce que la liberté d'expression, justement, suppose qu'on ne soit pas anonyme? Il me semble. Oui. Il me semble. Il me semble. Ouais. Mais bon, Ça devrait quand même. Oui, c'est vrai. Sinon, on est dans autre chose là qui rappelle des... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injures, d'insultes, de choses violentes qui se disent sur les réseaux sociaux sous couvert de l'anonymat quand même. Voilà. Mais encore une fois, l'insulte, l'injure, finalement, c'est assez classique. C'est classique, et puis ça a un intérêt limité. Dans le débat, me semble-t-il, sur la liberté d'expression. Le vrai débat, c'est encore une fois la possibilité de s'exprimer sur des sujets par définition qui prêtent à controverse et qui donc méritent qu'on s'exprime librement. Donc tous les sujets compliqués, les rapports entre les hommes et les femmes, les religions... tous les sujets compliqués. Sinon, si c'est pour dire, est-ce que vous pensez que là, cette couleur anthracite est de bon goût? Oui, non, oui, bon. C'est pas ça la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, il faut la faire vivre, il faut débattre, il faut du contradictoire, il faut accepter, et il faut surtout accepter qu'on a le droit, sauf quand c'est interdit, de donner son opinion sur tous les sujets. Tous les sujets. Voilà. À partir du moment où c'est pas le cas, d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais pour faire la synthèse de ces recherches, en fait, moi c'était pas ma matière, c'est la liberté, ce sujet-là, donc j'ai quand même pas mal fait de recherche et puis appris beaucoup de choses en faisant ça. Vous vous rendez compte que le gardien de la liberté d'expression aujourd'hui, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pour parler dans un jargon un petit peu dur à comprendre. Et vous vous rendez compte qu'elle est très stricte sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des critères sur le respect de la liberté d'expression. Donc à chaque fois, et si vous voulez, en fait, très respectueuse de la liberté d'expression. Ce qui est intéressant, peut-être plus que les juridictions nationales. Les juridictions nationales ne protègent plus, à part le Conseil constitutionnel. Donc maintenant, les deux grands protecteurs, Conseil constitutionnel et Cour de cassation un petit peu, et puis surtout CEDH. Et en fait, vous vous rendez compte que la liberté d'expression est absolue, sauf quand elle ne l'est pas, et en tout état de cause, même quand elle est justifiée, ça s'appelle une atteinte à la liberté d'expression. Donc ça, c'est quand même, c'est bien de conserver ça. C'est une atteinte justifiée, mais c'est une atteinte. Voilà. Je reprends à ce que vous disiez tous les deux, Vincent Vannissian et Jean-Charles Lajoigny. Vous n'êtes pas loin de ce que dit Onfray, c'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie. On ne peut plus dire ce qu'on veut. Il lui appelle ça la démocrature, qui est entre la démocratie
La dictature. Jean-Charles Lajoigny et Michel Onfray, même combat. Oui, même combat. Mais justement, non, mais il dit voilà, on ne peut pas dire qu'on est contre l'Europe, voilà, etc. Exactement. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais on ne peut pas le dire. Par exemple, moi, je suis à fond. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais... Personnellement, à fond contre la peine de mort, par exemple. Mais je conçois tout à fait qu'on puisse être pour. C'est un thème, c'est un débat. Enfin, le débat n'a pas lieu d'être en France en ce moment, et tant mieux. Mais je veux dire, on peut discuter de la peine de mort. Mais en fait, on ne peut jamais discuter de la peine de mort parce que automatiquement, tous les gens qui disent je suis pour la peine de mort, il n'y a pas quelques partis qui de temps en temps, comme ça, leur mettent au bout du jour. Oui, non, mais si, on peut en parler. C'est très difficile. Il y a comme ça des tas de positions, et toutes les positions qu'il y a eu sur les grands débats sociétaux récents, c'est-à-dire qu'il était impossible d'être contre l'espèce de norme qui consiste à dire ah ben non, mais si le mariage pour tous c'est génial. Bon, bien sûr que c'est génial, mais si quelqu'un disait c'est pas génial, tout de suite ah bah alors lui il faut plus des manifestations. Il ne faut pas dire ça quand même. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Tout de suite les gens qui sont catalogués et vraiment mis dans des cases. Librement s'exprimer. Ils ont pu manifester, mais tout de suite. Mais on voit bien comment on les traite et comment. En fait, c'est dangereux. Si les gens étaient que catalogués, à la limite, qu'on soit catalogué par rapport à ce qu'on pense, pourquoi pas, ça fait partie de la liberté aussi. Non, le problème c'est qu'on va vers l'interdiction en fait, c'est ça qui est grave en fait. Oui. Quand on fait du droit là vraiment, c'est qu'on va vers l'interdiction, pratiquement l'interdiction de fait. De quoi par exemple? De ne pas pouvoir s'exprimer, typiquement, puisque vous avez pris l'exemple sur l'islam, et ça pourrait être vrai sur n'importe quelle religion, on a le droit d'avoir une approche critique de n'importe quelle religion. Oui. Point final. Donc ce qui est interdit, c'est pas de critiquer l'islam, c'est pas de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On n'a pas le droit d'inciter à la haine contre les musulmans. Voilà, donc voilà. Et en fait, parce que la critique, la critique des religions, c'est l'incitation à la haine d'une catégorie de personnes, etc. La critique des religions, c'est un des piliers de la liberté d'expression. Sauf que dans les faits, à partir du moment, parce qu'on confond tout. Oui, mais c'est pas qu'on confond, c'est que la technologie permet justement à chacun. Il suffit qu'une personne suivie dise ouais c'est scandaleux, etc. Il y a tout de suite 100 000 followers et ça fait tache d'huile et c'est terminé. Mais donc il suffit en fait maintenant. Donc c'est un outil fabuleux en fait aussi les réseaux sociaux pour finalement empêcher les gens de s'exprimer en jetant immédiatement l'opprobre sur une personne en disant voilà. On va en parler peut-être, ça fait peut-être le lien sur l'autre sujet. Mais absolument. Il a dit ça, donc il est islamophobe. Ouais. Donc il incite à la haine, c'est écrit, voilà. Ouais. Alors que quand on lit les termes. Oui, mais c'est parce qu'on confond les choses. Et non, mais on ne peut pas empêcher les gens de dire il incite, et donc c'est repris, c'est fini. Critiquer l'islam, ça n'est pas être raciste, ce sont quand même deux choses différentes. Comme critiquer le christianisme, comme critiquer le bouddhisme, ce que disait Jean-Charles, le judaïsme. C'est-à-dire que presque pire que l'interdiction, c'est l'interdiction intériorisée. C'est l'autocensure. C'est une forme de trouille. Et de lâcheté. Et de lâcheté. Mais c'est ça. Mais j'en reviens à ce que dit Onfray quand même. Est-ce que vous pensez que le fait que voilà, il parlait notamment de l'Europe en disant comment on peut pas être contre l'Europe parce que si on est contre l'Europe, on nous dit qu'on est nationaliste, si on est nationaliste, on nous dit qu'on est pour la guerre, etc. Vous pensez qu'il y a quand même une chape de plomb, une pensée unique aussi forte que ça? Moi, j'y crois pas. Mais je crois pas du tout. Je crois j'entends plus de gens qui sont contre l'Europe que pour, généralement, par exemple. Mais non. Mais non. Vous pensez qu'on est quand même, on n'a pas de, enfin, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de liberté d'expression parce qu'il y a une autocensure, le poids d'une pensée unique qui ferait qu'on ne peut plus s'exprimer. Au-delà des textes juridiques. Absolument, mais il y a eu exactement la même chose à peu près au début de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo. Au début, tout discours dissonant était absolument interdit. C'est-à-dire qu'une personne, homme ou femme, qui disait faut peut-être attendre un peu la présomption d'innocence. Non, mais la présomption d'innocence, peut-être ça existe. Balancer des noms, c'est peut-être curieux, etc. Là, tout de suite, c'était oui, non, mais alors ça, c'est scandaleux, etc. Et on ne pouvait pas. Non, c'est pas interdit, c'est que c'était difficilement audible. Non, mais oui, pas la même chose, mais c'était pas interdit. Mais ça a été interdit dans les pression sociale. C'est pas une interdiction. Oui, non, mais bien sûr. Mais de cette pression sociale découlera un jour, une interdiction. C'est intéressant. Pardon de redire en fait, mais. Je pense que c'est pas tellement qu'il y ait une pensée unique comme ça qui serait immanente, qui viendrait de je ne sais où. Voilà. Elle est fabriquée en fait grâce au pouvoir en fait à mon avis de l'internet et des réseaux sociaux, qui fait qu'il y a des influenceurs et ça va très très vite. Il suffit que quelqu'un, d'ailleurs.
c'est comme ça que les mouvements sont lancés. Alors ça peut être vertueux. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais ça peut aussi ne pas l'être. Il faut bien préciser les choses. C'est pas parce qu'on défend la possibilité d'exprimer quelque chose qu'on le soutient cette chose. Bien sûr. Bah, évidemment. Non, mais c'est pour que les choses soient claires, voilà. C'est sûr. Voilà, et c'est pas parce qu'on défend, quand on a un avocat, un criminel, qu'on est criminel. On trouve que ce qu'il a fait, que ce qu'elle a fait, c'est bien. Mais c'est vrai que ce pouvoir j'allais dire, d'influencer immédiatement à grande échelle fait que, d'une certaine manière, oui, forcément, tout propos déplaira à quelqu'un qui peut tweeter et balancer un truc. Et ça, c'est très grave, en fait, que ça soit possible. Mais voilà, c'est encore une fois, je n'empêche pas non plus les gens de s'exprimer, mais je constate simplement que c'est, à mon avis, très intimement lié à ce pouvoir-là qu'ont les gens. Avant, ceux qui pouvaient s'exprimer, c'était les journalistes. Ils écrivaient dans les colonnes des journaux. Voilà, et le gars, il restait au café du commerce, et puis c'est tout. Il avait un truc, je suis pas d'accord, etc. Maintenant, ça s'est démocratisé. Maintenant, voilà, vous faites un tweet, vous êtes suivi par un gars qui est en Thaïlande, vous ne connaissez pas. Voilà, donc à partir du moment où vous considérez que des propos, quels qu'ils soient, déplairont forcément à des individus, et que ces individus auront les moyens de réagir avec tout le monde en envoyant à 10 000 autres, on en arrive à ça. À mon avis, c'est vraiment un truc très important. Oui, il faut répondre, il faut débattre. C'est ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup de gens qui se retirent aussi des réseaux sociaux en disant j'en peux plus. C'est fou en fait. Donc voilà, mais encore une fois, moi, quand je dis ça, je dis pas que c'est pas bien les réseaux sociaux. Voilà, c'est juste que je fais vraiment un lien entre ça, ce qui fait que même les journalistes sont d'une certaine manière à la traîne maintenant. Ils n'ont même plus le pouvoir, d'être les initiateurs en fait pas forcément des informations, mais même de la manière dont on les délivre. Ce qui fait qu'ils sont aussi à la traîne. Donc vous avez sur les chaînes d'infos, ils sont obligés de reprendre les tweets et puis ils sont à la traîne et puis voilà. Donc c'est vraiment intéressant. D'où vient l'information, qui la fabrique, qui la manipule ou pas. Je ne sais pas quelle est dedans, mais à quelle vitesse elle va, et à quelle vitesse elle vérifie, etc. On peut prendre un exemple concret. C'est sur Facebook, c'est le politologue qui est un de vos collègues, qui est Laurent Bouvet. Professeur de sciences politiques. Professeur de sciences politiques. Un collègue et un ami. Un ami qui est un défenseur assez ardent de la laïcité. Oui, absolument. Ça, hein. Oui. C'est l'un de ses combats. Voilà. Et alors, il a publié une photo de la présidente de l'UNEF de Paris 4, voilà, qu'on voit, et en disant à l'UNEF, la convergence des luttes est bien entamée. C'est la présidente du syndicat de l'université Paris-Sorbonne qui le dit. En effet, alors ce qui fait le sel de ce commentaire, c'est évidemment la tenue de cette jeune femme. Ça a suscité une polémique énorme. Hein. Pas une polémique, parce qu'on serait dans la polémique, j'allais dire, on serait dans l'ordre du correct. Une polémique, c'est plutôt sain. Là, on est dans une espèce de chasse à l'homme. Oui, de chasse à l'homme, et puis d'insultes, de menaces. Voilà, enfin, ça va très loin. Ça va extrêmement loin. Contre votre ami ? Contre Laurent Bouvet lui-même. Et il a même reçu des menaces de mort. Oui. Donc, on n'est pas dans la polémique. On est au-delà. On n'est pas dans la polémique acceptable et bienvenue. Mais on est dans quelque chose qui outrepasse les limites à la fois de l'acceptable et puis de la loi, aussi. Alors, je trouve que ça rejoint exactement ce dont nous parlions à l'instant, c'est-à-dire que, comme ça, en un quart de seconde, lisez le texte. Oui. Où se trouve ici l'incitation à la haine, le racisme, l'islamophobie, etc. Bon. Il a fait une interview au Figaro Vox. Je vais dire en gros ce qu'il dit. Il dit la question n'est pas de savoir si ça me choque ou pas qu'elle porte un voile. Ça, c'est la question du voile. C'est une autre question. C'est pas mon problème. Il dit la question, c'est que elle est la présidente d'un syndicat étudiant de gauche qui affiche des principes progressiste et féministe, et alors qu'elle est vêtue d'un voile qui ne laisse voir que l'ovale de son visage, donc qui indique ostensiblement non seulement son appartenance religieuse, mais une croyance particulière, stricte, au sein de l'islam. Et c'est ça qui m'a sauté aux yeux, dit-il. On peut être d'accord avec ça. Enfin,
pas de... Vous, non, je suppose. Non, mais quelle position autre on peut avoir en voyant cette photo? Il n'y a rien qui ne soit totalement exact. C'est-à-dire, elle est effectivement voilée, on voit effectivement un bout de son visage. Ça veut dire qu'elle est quand même assez ancrée dans une partie de cette religion qui n'est pas la plus ouverte. Voilà, c'est une lecture... C'est pas vrai. C'est une religion qui peut être très ouverte, Non, l'islam. J'ai pas dit ça, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Ah, moi, j'ai compris que la religion n'était pas particulière. Qu'elle est ancrée dans une partie de la religion plus ouverte. Non, c'est... C'est on voit bien. la religion. Oui, Ah bon, oui. ouais. Non, ne t'affole pas. Pardon, ça, je me calme. Non, on ne peut rien dire sur l'islam. C'est la preuve. Non, alors, Mais non, mais là, c'est le débat. C'est le débat. je reviens à ce que dit Laurent Bouvet. Il dit c'est pas la façon dont cette jeune femme s'habille. Et d'ailleurs, il dit je suis pas du tout pour l'interdiction du voile à l'université. C'est important de l'ajouter, c'est que Laurent défend une position qui n'est pas unanime, qui consiste à faire valoir que la loi de 2004, vous le savez, qui interdit les signes religieux ostensibles dans l'enseignement public, secondaire et primaire, n'est pas applicable à l'université. Il avait été question, notamment Manuel Valls, il y a eu des... s'était demandé s'il ne serait pas opportun de l'étendre dans l'enseignement supérieur, et Laurent Bouvet a toujours eu une position extrêmement claire là-dessus, en disant non, on s'adresse dans nos amphithéâtres universitaires à des adultes qui ont une maturité intellectuelle, une maturité entre guillemets morale qui est suffisante pour pouvoir accepter des signes ostensibles, ostentatoires. Il y a des universités qui ont d'ailleurs des études, un nombre assez important d'étudiants qui arborent des signes, mais de quelque religion qu'ils soient. Dès lors que le débat est toujours possible, dès lors que le respect s'impose toujours, et globalement, on y parvient. Donc, de ce point de vue-là, Laurent vraiment défend une position qui contredit qui est assez ouverte. Les insultes qu'on lui envoie aujourd'hui à la face. Oui, c'est pas un laïciste, laïcard, comme on dit. Laïciste, je ne sais pas ce que c'est. Laïcard, ça fait référence à la Troisième République. À la Troisième République. Bon, non. Non, il n'est pas de la Troisième République. Non, mais... Non, ce qu'il dit, je répète parce que c'est ça qui est important. Et pourquoi la convergence des luttes? Parce qu'il dit, ce qui pose problème, c'est la question de l'acceptation d'être représenté par une jeune femme qui affiche ses convictions religieuses, ce qui me pose problème, c'est que l'UNEF accepte d'être représenté. Les choses ont bien changé, et c'est ça, au fond, la réaction. L'UNEF n'est plus ce qu'elle était, ou ce qu'elle fut, et c'est vrai, l'UNEF a d'ailleurs effacé de son compte Twitter des tracts ou des messages qui montraient à quel point ce syndicat était en pointe dans la défense des droits des femmes, de l'émancipation des femmes, dans la défense de la laïcité, de l'IVG, etc. Et de voir 20 ans plus engagé, tard, absolument, 20 ou 25 ans plus tard, de voir à titre symbolique ce que l'UNEF est devenu. Vous l'avez bien résumé, les choses ont bien changé. Je ne dis pas tout fout le camp, j'ai dit les choses ont bien changé. Julien Drey a réagi, fondateur de l'UNEF. Il est assez catastrophé. Bien sûr. Alors, il y a un autre problème qui est un problème plus compliqué, qui est est-ce que l'islam est en train aussi de pénétrer dans l'université? C'est une des questions. C'est une des questions que pose de Laurent Bouvet. Oui. Il faudrait faire des études pour savoir. Ce qui est juste, c'est que l'UNEF a et noyote un certain nombre de de facto des accords avec les étudiants musulmans de France. Sur l'organisation de certains événements, etc. Il le dit d'ailleurs, il ne va pas plus loin, il pose la question, sans pour autant donner la réponse. Ce qui veut dire que le débat reste ouvert. Vincent Anessian, la laïcité, vous en parlez dans le livre, il y a quelques pages qui y sont consacrées. En quoi c'est un problème de liberté d'expression? Liberté d'expression parce que dans l'acception large de l'expression, il y a la manière d'afficher certaines de ses convictions ou pas, religieuses, etc. Donc ça fait partie de la liberté d'expression. Et vous avez des débats sur la laïcité en entreprise, des jurisprudences, pour savoir si il y a un cas assez récent qui a été tranché par la CEDH de manière un petit peu
particulière, on va dire. Mais favorable au... non, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire de dire qu'il fallait qu'il y ait une raison en fait pour. C'était un cas où il y avait une jeune femme qui était en relation ou pas avec la clientèle en fait de l'entreprise. Voilà, c'était un peu le pivot des critères retenus. Mais encore une fois, pour revenir juste sur ce sujet-là, évidemment là on glissait sur le fond du sujet, c'est-à-dire est-ce que l'islam ceci ou cela, mais à la limite, peu importe. Enfin en tout cas pour moi, c'est pas le sujet. On peut être d'accord, pas d'accord. Mais est-ce qu'on a le droit de le dire simplement? Est-ce qu'on a le droit de le penser, de le dire? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de dire que, par exemple, il peut y avoir un islam politique et qu'on trouve que c'est inquiétant, qu'on en veut, qu'on n'en veut pas? C'est ça le sujet. Alors aujourd'hui, c'est un sujet l'islam parce qu'on vit dans un monde, on ne peut pas se voiler la face, nous, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais le sujet pourrait se poser avec n'importe quelle autre religion, n'importe quel autre système de pensée. Voilà, a-t-on le droit de s'exprimer sur des enjeux sociétaux, une organisation de la société, des influences, de pensée, de philosophie, et d'avoir un avis là-dessus? C'est ça le sujet. Mais donnez la réponse, maître. Ah ben moi oui, mais ce que le droit dit, c'est oui. Le droit dit on oui. a le droit. C'est le cœur de toute démocratie, puisque c'est le débat politique. Donc là, apparemment, d'après ce que je comprends, votre collègue pense que effectivement c'est une forme d'islam politique qui commence à arriver. Il le pense, il le dit, il a le droit de le penser et de le dire. Point. Savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, est un autre sujet. Et d'ailleurs, voilà, enfin, je pense que la polémique serait que effectivement les gens soient d'accord, pas d'accord. Voilà. Mais là, c'est pas pour ça que. Mais le droit, c'est le fait d'avoir cette idée-là. Oui. Reprenons les caricatures de Charlie Hebdo. Il y a eu des jugements, il y a eu des procès. Ils ont payé cher leur liberté d'expression. Ils ont payé extrêmement cher, mais pas par le droit. Enfin, le droit a reconnu le droit à la caricature, quand même. Oui. Le droit au blasphème. Le droit au blasphème. Qui est un concept pas juridique. En fait, c'est pas le droit au blasphème. Le droit ne reconnaît pas de blasphème. Il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas de blasphème juridique. Il n'y a pas de blasphème. Non, mais le droit à la caricature. Donc en fait, on confond aujourd'hui, en fait, pour faire court, toutes les personnes sans viser qui que ce soit qui ont intérêt en fait à instrumentaliser la liberté d'expression ou les limites à la liberté d'expression dans un intérêt communautariste, quel qu'il soit, les associations de nains de jardin, ce que vous voulez, vont faire semblant de prendre n'importe quel propos, de le prendre au premier degré, en réagissant de manière extrêmement violente et en mettant tout de suite haine contre, et voilà. C'est tellement gros, si vous voulez, mais ça fonctionne, puisque grâce à l'informatique et à Internet, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Il y a tout de suite 100 000 personnes, 10 000 personnes, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans nos sociétés? C'est-à-dire qu'il y a eu une communautarisation qui a fait que, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens réagissent par atteinte à, en effet, les propriétaires de nains de jardin qui ne supportent pas. Parce que je pense que parce que je pense qu'il y a une forme d'échec aussi, en partie j'allais dire je ne veux pas dire de la République, mais quelque part je le pense, c'est-à-dire en tout cas de l'incapacité à la République de vivre pleinement et j'allais dire de s'imposer dans le cœur des gens, en fait. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens à juste titre qui se sentent exclus, etc., et qui n'ont plus d'autres moyens. On a beaucoup parlé de la République, de l'ascenseur social, etc., et des vertus républicaines, des valeurs républicaines, mais ça ne marche pas tellement dans les faits. C'est pour ça que les gens ont besoin de s'exprimer autrement, et donc il y a des revendications communautaristes. Ce qui est assez curieux aussi, c'est qu'on a quand même toujours besoin, et vous venez de le prouver, de prendre des précautions. C'est-à-dire que là, on parle de l'islam et tout de suite, on dit oui, mais ça serait pareil pour les nains de jardin. Et voilà. Alors que si on parlait, c'est pas ce qu'il disait. Non, mais si on parlait des nains de jardin, on dirait jamais c'est pareil. On dirait jamais c'est pareil pour l'islam. On pourrait discuter des nains de jardin sans problème. Non, mais là, non, c'est pas ce qu'il a dit du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours besoin. Non, ce qu'il disait, c'est que c'est vrai qu'il y a une réaction par communauté. Communauté musulmane. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est la communauté musulmane. Ça veut rien dire. Tout le monde met pas le voile, tout le monde, voilà. Donc ça veut rien dire. On voit bien qu'on a quand même quelques sujets sur lesquels on ne peut pas discuter de façon presque détendu, parce que tout de suite il faut dire, faut faire attention. C'est un peu comme si on parle de l'islam, on se croit toujours obligé de préciser, et c'est comme un autre problème avec toutes les autres religions que ça pourrait poser. On est toujours obligé de prendre ces précautions oratoires qu'on ne prendrait pas si on avait un même débat sur le bouddhisme, mais personne ne dirait, et là on parle du bouddhisme, mais ça pourrait être la même chose, on n'aurait pas besoin.
On n'aurait pas relativement besoin. moins d'attentats bouddhistes. Ah oui, il y a moins de bouddhistes. Je suis bien d'accord. Non, mais radicaux. si on parlait du bouddhisme, on n'aurait pas besoin de ces précautions oratoires. Un petit peu comme la dernière fois dans votre excellente émission Oui, sur les blagues. sur l'affaire Tex, Ouais. où effectivement, Texgate. quand il y avait eu cette blague de l'affaire Oui. Tex, c'était justement parce qu'il y avait un contexte. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un problème avec les attentats. Donc forcément, l'islam se trouve plus au cœur du sujet que Bien si sûr. on vivait Bien sûr. dans un autre monde. Voilà, c'est tout. Je pense aussi que sur le tweet, il reprend les mots de la présidente qui dit c'est la convergence des luttes. Et je pense que là-dessus, il y a un dérapage évident, parce que là, elle parle des cheminots, des Ouais. étudiants, etc. Et en fait, au travers de ça, on peut lire complètement autre chose si on a envie de lire autre chose. Oui, mais Et donc, encore une du fois. coup, ouais. ouais, et Ah, du vous voulez coup, dire ça qu'on donne... pourrait l'interpréter autrement que Bah, ce qu'il dit lui-même? Bah oui, puisqu'il y a, en fait, quand on a, je sais pas si on Vous peut l'interprétez reprendre. comment, alors, allez-y, Mais non, mais il présente. présente une photo avec une femme voilée Ouais. qui est présidente du syndicat de l'UNEF. Ouais. Et ça commence par « À l'UNEF, la convergence des luttes est bien entamée ». Et quand on fait le lien entre cette phrase-là et la photo, on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que là, ce qu'elle dit, elle parle de la convergence des luttes en ce moment par rapport aux grèves qui se déroulent en France. Mais on peut avoir d'accord. un esprit tordu Non, en ce disant... c'est lui qui dit ça aussi, la convergence ouais. des luttes. Non, c'est elle qui dit ça. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez à quoi alors? Non, parce que là, la façon dont c'est écrit, à l'UNEF, la convergence des luttes est bien entamée, point. C'est la présidente du syndicat de l'Université de Paris-Sorbonne qui le dit. Mais en fait, on retient... Alors je ne sais pas si ce sont des Voilà. termes qu'elle a Est-ce prononcés. qu'elle a oui, prononcé Ou en ou réalité, pas si Voilà. il Bah, la sous-entend convergence des luttes, que voilà. il fait une. Il fait, voilà, où il fait un Lui, il truc en s'interroge disant, sur cette c'est- convergence, justement. Ah oui, mais et encore de une fois- quelle lutte? Mais encore Et, une fois, et pour on moi, peut- peu importe. C'est-à-dire qu'il Oui, a le droit. mais bien je veux sûr dire, qu'il a le il a le droit. droit de pas aimer l'islam. Je suis désolé de le dire. Je le dis. Oui. Je suis filmé. On a le droit de pas aimer l'islam. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de pas aimer les musulmans. Alors Mais on va c'est ce dire que je disais. bah oui, mais c'est Non, pareil. Oui, mais si Mais on non, dit c'est que c'est pas pareil, pareil. si on dit que c'est pareil, C'est pas on n'a pareil. plus aucune opinion Ouais. sur aucun sujet. Aucun. Ouais. Non, mais Donc c'est c'est- très important. D'ailleurs, non, mais- la CEDH, la convocation, font la jurisprudence Boutin. L'homosexualité est une abomination. Ouais. À la fin, la Cour de cassation relaxe. Parce que c'est pas les homosexuels, c'est l'homosexualité. Alors, c'est un jugement de valeur, ça la regarde elle, peu importe, c'est son problème. Mais voilà. Donc Oui, là, ce que vous voulez dire aussi, là- c'est qu'il faudrait qu'on arrive à accepter que d'autres pensent qu'on ne pense pas. non, c'est pas d'accepter ce que oui, enfin, Ah, c'est pas si, ça. quand même, C'est il y a pas ça, d'accepter quand même. ce que l'autre pense. C'est simplement qu'on a le droit de le penser. Point. Oui, qu'on a le droit de penser. Et on a le droit de le dire. autrement Et on a que le droit de le dire. Donc on a le droit de faire des discours, des bouquins sur l'islam, sur un autre sujet, parce que je veux pas qu'on ait l'impression que Ouais. c'est que la Oui. liberté d'expression, c'est que l'islam. Ce n'est pas que ça. C'est un sujet, mais il y en a plein d'autres. C'est pour ça que mais effectivement, on a le droit on a le droit de pas aimer le christianisme, enfin, on a le droit de pas aimer l'islam. Voilà. Après, si dans la manière dont on exprime ça, si on veut critiquer, on glisse vers finalement quelque chose qui va inciter les gens à avoir de l'animosité contre les personnes qui, elles, sont des Apprécient, adeptes ou apprécient, là, on est dans autre chose. Donc effectivement, il y a une manière après de le dire, il y a une manière de le... Si ça devient un leitmotiv, et puis que ça glisse, là, on arrive là-dedans. Après, si on a un discours simplement, j'allais dire, politique sur un sujet, quel qu'il soit, et qu'on prend bien garde de ne pas faire l'amalgame avec les personnes, on doit évidemment pouvoir être libre de l'exprimer. Enfin voilà, c'est pas mon avis en fait, c'est le droit qui dit ça. Sauf que aujourd'hui, encore une fois, on l'oublie. Pour ça que ce code, pardon de revenir à mon ouvrage, mais je fais un petit peu de promo, c'est normal. Mais non, Ce code ce code est un manifeste aussi. C'est un manifeste pour la liberté d'expression. C'est ce que je vous demandais au début. C'est un manifeste. Derrière les arguments C'est-à-dire de dire voilà, c'est juridiques. c'est très important. Il y a peu de aussi une défense choses de la liberté qui sont en d'expression. faveur de la liberté d'expression. C'est très très fort. C'est la substantifique moelle. Il y a Mais sur les grands principes. il y a quelques traités et voilà la Déclaration des droits de l'homme, etc. Parce que ça se suffit. Voilà, on est libre de d'exprimer une opinion. Point. Et ça, c'est sacré. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, on invente des interdictions parce qu'il faut qu'on puisse vivre ensemble et que des gens dépassent les limites, etc. Mais à chaque fois, il faut faire attention. À chaque fois qu'on l'applique, il faut bien être dans les critères de proportionnalité, etc., de respect de la loi, voilà. Et surtout,
méfions-nous à chaque fois qu'il y a une nouvelle interdiction. Et à chaque fois qu'on la conteste, il faut essayer de ne pas confondre tout. C'est-à-dire, par exemple, la critique des religions et le racisme, qui sont deux choses totalement différentes. Je vois pas le rapport, moi, personnellement. Non, mais vous avez souvent des gens qui critiquent des religions et qui sont traités de racistes. Non, mais il y a des idiots partout. Il y en a qui vont penser que l'amalgame se fait assez vite. Que tous les gens qui sont en costume sont des bourgeois qui volent les autres, qui sont riches et qui exploitent les... Surtout ceux qui ont des cravates. En particulier ceux qui ont des cravates club. Oui, c'est un peu connoté. Complètement démoté, connoté, bien sûr. C'est connoté. Enfin, fasciste, au fond. Voilà. Ah oui, on aurait pu le dire comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on a le droit de tout dire, par exemple, Michel Onfray qui dit qu'Emmanuel Macron, président de la République, est un gamin parce qu'il prend la main de sa femme. Déjà, c'est pas drôle, c'est pas intelligent, mais il a le droit de le dire. C'est pas intelligent. C'est pas très drôle. Non. C'est plutôt ça mignon, manque de prendre la main subtilité. de sa Oui. femme. Mais il a le droit de le dire, c'est très Bien sûr qu'il a le droit de le dire. Ça n'a aucun intérêt, surtout. Il prend la main de sa femme et Donald prend la sienne. Donc c'est une analyse pertinente. Par exemple, sur cette déclaration-là, en ce qui me concerne, et là c'est un jugement de valeur, c'est une opinion personnelle, je suis beaucoup plus choqué de voir des journalistes, par exemple, qui interviewent le président de la République sur une grande chaîne de télévision en lui disant Emmanuel Macron, comme ça. Là, ça me choque plus, vous voyez, en tant que... Tout à fait de votre avis. Que de Michel Onfray qui va dire c'est un gamin, vous voyez, voilà, par exemple. Bon, voilà, mais ça, c'est totalement... C'est une opinion. C'est une opinion totalement personnelle, donc... Mais il y a quand même des... Alors, les textes sont assez peu appliqués par les présidents de la République en place, mais il y a des atteintes... Au président de la République. Oui, alors c'est pas là, on n'est pas dedans, mais là c'est. Si vous voulez, gamin, strictement, ça pourrait être une offense, non? Non, c'est un jugement. Faut pas exagérer. C'est une opinion. C'est pas une injure non plus. C'est pas une injure, mais voilà. Mais après, méfions-nous quand même de. Voilà, il faut la faire vivre cette liberté d'expression. Donc il faut dire ses opinions. Évidemment, il faut réfléchir, il faut pas blesser, il faut pas. Mais on a le droit de dire ce que l'on pense sur des sujets qui sont des sujets qui sont des sujets de débat en fait. Tout sujet qui prête à un débat doit pouvoir être exister en fait et être débattu. La déclaration de Michel Onfray là. Non, mais ça, il est un gamin. Il n'y a pas de débat, quoi. C'est pas intéressant. Déjà, quand on a 70 ans et qu'on a un président de la République qui a 40 ans, on peut dire qu'on pense que c'est un gamin. C'est pas forcément d'ailleurs péjoratif, ça peut être au contraire laudatif. Un gamin est arrivé président de la République. Moi, je croyais que c'était de la philosophie qu'il faisait, non? Après, voilà, bon, non, c'est pas. La loi Schiappa, justement. Est-ce que ça pose des problèmes de liberté d'expression? C'est pas des problèmes de liberté d'expression. Il y a plusieurs choses dans la loi, d'ailleurs, mais... Il y a pas mal de choses. Enfin, encore une fois, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de la polémique. Là, alors, il y a la polémique sur l'article 2, vous voulez dire? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un peu différent. Non, je parlais plutôt du harcèlement de rue, si vous voulez, alors, déjà, quand on parle de harcèlement de rue, on donne déjà... on utilise un terme qui lui-même est délictueux, en fait, délictuel. Le harcèlement, c'est pas bien. C'est un délit. Donc, c'est un délit, dire qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est pas bien. Faut pas le faire. Voilà, ça, c'est ma première réaction, quoi. Enfin, faut harceler personne. Donc, pas des femmes, mais des personnes. Déjà, le harcèlement, c'est pas bien. Où que ce soit. Donc, on constate qu'il y a un problème. C'est évident, bien sûr que ça existe. Et que c'est un problème. Il y en a plein d'autres. Je pense que c'est un problème d'abord d'éducation, moi personnellement, mais bon. Voilà, Non, mais parce qu'il y a eu alors après, des réactions comme ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui disent voilà, du coup, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Oui, après, je ne sais pas, moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants de... comment ça pourrait être caractérisé? Est-ce qu'il y a des paroles qui seront interdites? Est-ce qu'il y a des attitudes? C'est tout le débat, j'imagine. C'est tout propos à caractère sexy, etc. On ne pourrait plus siffler. Mais encore une fois, si vous voulez, je ne suis pas contre ou pour, enfin, je veux dire, je n'ai pas vraiment d'avis. J'essaie d'éclairer un peu je pense que de toute façon, c'est pas bien d'apostropher des gens, et en particulier des femmes,
Nous sommes d'accord. Donc bon voilà. Après, est-ce qu'il faut un texte pour ça? Je ne sais pas. C'est ça la question. C'est jusqu'où il doit aller. Est-ce qu'on doit en faire un texte? Est-ce que lui il sera appliqué? Parce que il faut aussi voir que à partir du moment où vous avez des individus qui se permettent ce genre de choses, je suis pas sûr qu'une contravention de 90 €, etc., avec le policier qui va voir, va empêcher des jeunes, quand ils veulent le faire, ou des jeunes ou pas d'ailleurs, on va dire, je stigmatise des vieux aussi, même des vieux bourgeois de Neuilly, voilà. En cravate club. En cravate club, voilà, c'est pas la question. Harceleur. Mais donc... c'est plus ça, là, si vous voulez. C'est l'applicabilité. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens, quand vous avez un 2 roues, ils s'asseyent sur votre 2 roues, ou alors ils mangent dessus sur la selle et puis ils dégueulassent votre selle pour parler poliment. On sent voilà. Est-ce qu'il faut faire un texte là-dessus? Alors on va dire, oh non, mais attendez, c'est quand même grave, des millions de femmes subissent ça, etc. Donc je suis pas. Voilà, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas bien. Effectivement, il faut. Essayer de faire en sorte que dans notre société il y ait plus ce type de comportement. Vous avez raison que l'éducation. Après, je suis dubitatif sur à la fois l'application, surtout l'efficacité de ce type de mesures. Parce que dans ce type d'interdiction aussi, il y a un aspect, comment dire, je cherche mon mot, pas incitatif, mais l'inverse. Prohibitif d'avertissement, c'est-à-dire le simple fait d'ériger une interdiction, dissuasif. Merci. Dissuasif, voilà. Heureusement qu'on a un professeur. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr, si vous voulez, de l'effet dissuasif. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur le voile, il me semblait qu'il y avait une loi qui interdisait le voile intégral, etc. Bon, bah voilà. Hier soir, j'étais à l'avenue de Versailles. Et je faisais mes courses et il y avait une femme qui était en voile intégral, c'est-à-dire noire, avec simplement les yeux là. Voilà, bon, il y avait des policiers en scooter, etc. Donc voilà. Donc il y a des textes et puis après il y a l'application. Donc là, évidemment, je pense que ça sera plus facile je pense que ça sera plus facile de verbaliser un individu seul qui a fait ça. Je pense que là, pour le coup, la loi sera peut-être mieux appliquée. Mais voilà, je suis pas sûr que ça aidera beaucoup les femmes. Voilà, mais bon. J'ai pas plus d'avis que ça. Je veux dire, si c'est un signe qu'on donne, oui, il faut le prendre comme ça, je le prends comme ça et c'est plutôt un bon signe dans le principe. Honnêtement, je vois pas comment ça peut être appliqué dans les faits. Non, mais ça peut un peu rentrer dans la conscience des gens qui écoutent. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas bien. Peut-être que ça peut avoir un effet dissuasif, ou alors que peut-être que certains tourneront la langue cette fois dans la bouche avant. Dans des cercles familiaux, dans des écoles, ça peut-être lancer un petit débat. On va dire bon. Je suis pas sûr que ce soit ça qui, en tout cas, fasse vraiment avancer Alors la condition de la femme. On a, j'allais dire fêté, mais c'est peut-être pas le mot, le premier anniversaire de la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Comment vous le trouvez comme Premier ministre Notre ami de droite. Moi, je le trouve très bien. Je le trouve tout à fait. C'est pas vous que je dis ça, c'était le titre du. Mon pote de droite. Oui. Non, pote mais de droite. J'ai l'impression qu'il fait bien le job. Enfin, il a l'air de bien s'entendre en plus avec le président. C'est quand même un peu le documentaire qui est porté sur les primaires était assez amusant parce que au fond, on se rendait compte qu'il n'a rien vu venir. C'est-à-dire que dans le documentaire, il dit mais Macron, non, il n'a aucun espace, il ne pourra jamais. Il y a la droite, il y a la gauche. Il était assez classique. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu venir non plus. Non, mais c'est amusant. Enfin, on était en 2016 et 2017 quand même. Enfin. C'était assez amusant. Cela étant, il me semble, parce que j'ai vu certains extraits effectivement qui vont passer, il me semble qu'à un moment donné, il dit cela étant, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Alors, oui. Non, mais donc il l'a dit à un moment donné pendant l'extrait. Moi, tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Oui, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il n'a aucun espace. Oui, mais dont acte. Donc, au moins, si c'est vrai, on peut prendre acte qu'il ne se renie pas quelque part. Non. Sur ce qu'il pense, en tout cas. Après, bon. Mais justement, mon pote de droite, il y a quand même. Alors, on a vu, il y a une députée, Madame Bourguignon, je crois, il y a eu François Bayrou, qui demande quand même à ce qui est d'une dimension sociale à la politique qui est appliquée depuis un an. C'est-à-dire que, est-ce que, au fond, c'est pas lui qui a gagné? Est-ce que c'est pas plus une politique de droite qu'une politique sur les deux pieds, comme elle devait être, en même temps? Après, qu'il y ait des gens, dont votre ami, qui, ayant besoin d'exister, essaye de s'imposer en train de dire oui, il faudrait faire ça, il faudrait influer le truc. Vous parlez de Madame Bourguignon? C'est un peu son boulot.
Votre ami, Madame Bourguignon. Jean-Charles change de disque. Non, mais je sais, Patrice, très fidèle en amitié, donc c'est pour ça que... Mais... non, mais Voilà, c'est vrai que, attendez, si on reprend les mesures qui ont été prises, elles vont plutôt dans un sens que dans l'autre, non? Oui, ben c'est aussi des mesures, qui, à mon sens en tout cas, s'imposaient. Donc, mais le en même temps va venir Le en après. même temps est en train Parce que de le en venir. même temps Bah viendra oui, après, voilà, c'est ce à quoi Si, aspire. le en même oui. temps, Et- toute la réforme sur l'apprentissage, sur la formation, Fin 2019, sur voilà, les ce sera en droits, même les temps. droits au chômage, etc. C'est Non, mais est-ce que c'est là, c'est 2018. là. pour dire les choses clairement, est-ce que les cheminots sont des gens plus privilégiés que ceux qui payent l'ISF? C'est un vaste débat. Bah oui, non, mais c'est un peu ça, puisqu'on revient sur le statut des cheminots et on supprime l'ISF, non? Non, en fait, Non, on ne supprime pas l'ISF. et puis, Une partie. crée Une partie de l'ISF. et puis les cheminots sont les premiers à dire que ce ne sont pas des privilégiés. Donc, n'étant pas des privilégiés, on peut difficilement... non. Non, mais je vous pose la question. Voilà, moi, j'ai dit, comme ils déclarent tous ne pas être des privilégiés, je ne comprends toujours pas comment ils peuvent râler contre la suppression d'un statut qui serait un statut de privilégié qu'ils n'acceptent pas d'avoir. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà, moi j'ai du mal. Donc, je ne sais pas quoi répondre à votre question. La chose qui me semble être à peu près certaine, en tout cas, c'est que je ne pense pas que ce soit le statut des cheminots qui génère les milliards Non. de pertes de la SNCF. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense que d'ailleurs tout le monde le dit. Voilà. Donc après, le statut des cheminots, la question c'est est-il voué à disparaître parce qu'il va y avoir l'ouverture à la concurrence, et il y a déjà la loi, etc. Bon, c'est ça le sujet. Et peut-être qu'eux ne veulent pas, ce qu'on peut comprendre. Voilà. Mais je pense qu'aussi derrière, il y a des enjeux beaucoup plus importants pour la survie des syndicats dans leur forme actuelle, etc. Il y a aussi ça Il y a qui des se joue, bien élections. sûr. Surtout. Donc, il y a une stratégie et ça, c'est des un vrai sujet. C'est-à-dire que je pense que le syndicalisme en France, c'est un vrai sujet. C'est le vrai sujet. Il est d'ailleurs dans le livre, promotion, puisqu'effectivement, il y a une liberté. Prendre une petite clochette. Il y a une, voilà, à chaque fois, voilà, il y a le Plus d'intervention, plus qu'une. Choisissez la bien. voilà. Donc évidemment, il y a une liberté d'expression syndicale, mais voilà, mais l'organisation des syndicats en France peut-être est obsolète, comme d'ailleurs du patronat aussi, pourquoi pas. Enfin, Oui, en général, c'est aussi un syndicat, peut-être qu'il faudrait faire table rase de tout ça et refaire un Grenelle des relations sociales de manière générale. Voilà, bon, mais à chaque fois il faudrait qu'on veut trouver peut-être un moyen de renforcer les syndicats, parce que c'est-à-dire qu'ils soient peut-être plus représentatifs, plus forts, mais bon. Mais on n'a pas trouvé le moyen encore. J'en dirai pas plus parce que c'est pas du tout ma spécialité. Pour un tweet de Luc Ferry qui parle de Daniel Cohn-Bendit. Et alors on voit Daniel Cohn-Bendit qui est au Festival de Cannes, je crois. Oui, j'ai l'impression. En smoking, voilà, cette photo confirme mieux que tous les arguments rationnels ce que j'écris sur mai 68 depuis 30 ans. Un mouvement révolutionnaire en apparence et libéral consumériste petit bourgeois en réalité. Merci Dani. C'est assez amusant avec la photo. Oui. Est-ce que c'est drôle et facile le droit de dire ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit comment comme Bendit là, il faut qu'il soit en pagne. Oui, c'est ça. En train de fumer un joint. Surtout pas qu'il soit à Cannes. Voilà, bon, Il n'a pas le droit, il n'a pas pris. Enfin, voilà, c'est bon. Non, mais on n'est plus en mai 68. Il a quand même conservé son côté rebelle puisqu'il a une écharpe. Donc Voilà, oui, il a quand même l'écharpe, il a les mains dans les poches. Voilà, il sort un peu de la... Il a le nœud papillon quand même qui a 45 degrés. Il a le papillon révolutionnaire. Voilà. Donc. Mais bon, c'est amusant. Ça fait aussi des petites polémiques. Voilà, c'est amusant. il lance ça pour. C'est dit, une forme de boutade. Le fait qu'un certain nombre de 68ards soient devenus les gens qui ont gouverné la société n'est pas nouveau non plus. Les leaders de 68 en tout cas. Puis c'est rassurant. Il y a un côté rassurant aussi de voir qu'on peut faire certaines choses à un certain âge et puis après changer. C'est dans l'ordre des choses aussi. C'est dans l'ordre des choses aussi. Et puis Daniel Cohn-Bendit est extrêmement brillant. Enfin, franchement, c'est une voix qui porte, c'est quelqu'un qui résonne, c'est quelqu'un qui est globalement nuancé dans les appréciations qu'il porte.
quelqu'un de conviction. Enfin, franchement. C'est le Franchement, seul qui a réussi à faire ouais. faire un score aux écolos en France. Oui. Et, enfin, notamment son discours sur l'Europe. Avec un discours très pro-européen. Absolument. C'est un vrai Européen, il a la double nationalité. Onfray, justement, ce discours pro-européen était tellement pro-européen que ça a choqué ça les gens. Ça n'a pas valu beaucoup de succès. Ouais. Et ça lui a valu ici quand même de 19%. 19%, oui, mais enfin, globalement, l'idée européenne. Et l'idée européenne, oui, n'est pas. À partir du moment où c'est celle-là qui est plutôt. il y a des problèmes économiques dans les pays, vous cherchez du boulot, vous n'êtes pas bien payé, et qu'on vous explique que c'est super parce que l'Europe, il va y avoir des règlements, des directives, etc. Bah, c'est pas très porteur comme discours. Donc ça peut s'expliquer aussi. Oui, pour ça d'ailleurs qu'il y a des Parce que décalage, parce que le discours n'est pas très bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Brexit. C'est pour voilà. Oui, ça peut s'expliquer dès lors que vous avez des élus, des politiques qui vous disent c'est la faute. C'est la faute à Bruxelles, voilà. Et qui n'importe quoi. Et qui prennent les gens clairement pour des imbéciles. Ce qui était le cas du Brexit d'ailleurs. Ils sont pas capables aussi d'expliquer quand il y a des choses positives Bien sûr. qui ont un impact concret. Me demandez pas d'en citer, j'en sais rien. Mais des choses de pouvoir aussi positives, on n'aurait pas promouvoir. le temps de les Oui, mais citer, il faut le faire aussi. Mais Faut c'est pas faire c'est un sacré challenge pour Emmanuel Macron, là, ces élections européennes, parce que lui est très très pro-européen, il œuvre beaucoup pour l'Europe, et les élections vont être le grand moment, c'est un moment pour lui un moment important. très important du quinquennat. Absolument. Un mot, mais très rapide, parce qu'il nous reste très peu de temps. Cahuzac, condamné, mais il n'ira vraisemblablement pas en prison. Est-ce que quand on fraude le fisc, au fond, c'est pas très grave? Bah, quand même 4 ans avec 4 ans bon, et dans 2 son ans rôle. sursis. Cette manière de. Non, c'est pas rien quand même comme peine. Après, C'est pas rien. Alors c'est pas mieux, rien, c'est mais- une meilleure peine pour lui qu'en première instance, puisqu'il avait 3 Ton ans avocat ferme. était très content. Oui, il a bien fait de prendre Dupond-Moretti devant la cour. Et mais il a de la chance aussi, c'est que la loi. Non, mais vous n'avez pas non, mais l'impression quand même qu'on peut aller en prison pour des petits larcins et que Non, alors, quand on est ouais, ministre, non, ministre de... Honnêtement. ministre du budget, qu'on fraude le fisc. Non, honnêtement. Ouais. Déjà, aller en prison pour fraude fiscale, c'est rarissime. Ouais. oui, on n'est pas aux Ouais. États-Unis. Non, mais je sais. Non, mais déjà, donc voilà. Donc ça, c'est quand même le premier point. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que si on ne regarde que les faits, la peine est très lourde. Voilà. Après, je ne dis pas qu'elle est trop lourde, j'en sais rien. Mais quand on juge au pénal, on part de faits, ensuite on juge une personne. Donc on juge en considération de sa personnalité, son caractère, ses problèmes personnels, sa situation personnelle. Des faits, non pas un symbole. On ne juge pas des faits, on juge une personne. Une personne. Donc, au niveau des faits, bon, si on jugeait que les faits, il aurait pris 3 fois moins. Ouais. Voilà, il aurait eu son amende fiscale, au revoir monsieur, et voilà, c'est comme ça. Donc simplement, si c'est aussi sévère, c'est que justement, C'est parce sa que personne. on a Bah, pris en voilà. considération à la fois sa personne, c'est-à-dire Son son mensonge. arrogance, son mensonge, etc., et en plus la situation dans laquelle il était, de responsabilité et en plus de lutte contre la fraude fiscale, donc qui troublait gravement l'ordre public. Ouais. Ce qui rappelle simplement que les magistrats, effectivement, au pénal, ont une marge de manœuvre assez grande pour prononcer des peines, et c'est très bien comme ça. Voilà. On s'arrête là parce que. Merci, mais on voit que les avocats sont toujours prêts à défendre. Vincent Oranessian, donc Code de la liberté d'expression, dans la collection Portalis, et c'est chez Anne Rideau Édition. Merci infiniment. Et c'est un livre à mettre entre toutes les mains, surtout. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Manson. Merci beaucoup Florence Mercadé-Choquet. Merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny. À bientôt.